Que deviendra notre monde dans le futur? Voici une guerre spatiale qui dure 3 ans dans le film de science-fiction Star Wars. Ces soldats clonés, puissants et à bas coût remportent la victoire pour leur créateur. Des générations de scientifiques s'efforcent de décrypter le code génétique des espèces. Mais les progrès de la science ne peuvent pas promettre aux espèces une meilleure terre. Heureusement, une banque de gènes en matière de civilisation commence à se fonder. Chaque civilisation a ses propres gènes culturels, ayant subi les épreuves du temps. Après 400 ans de recherche, l'importance de la sinologie en tant que banque de gènes de la culture chinoise a déjà émergé. La plupart des voisins de Christopher Schipper ne savent pas que ce vieux monsieur néerlandais qui vit à Fuzhou depuis 8 ans est un sinologue de renommée mondiale. En octobre 2003, il a fait construire avec sa femme, Dr Yuan Bingling, cette bibliothèque du Belvédère Ouest qui regroupe plus de 15 000 œuvres sinologiques traduites ou écrites par les sinologues depuis des siècles. La querelle à propos des rites a véritablement eu lieu il y a une centaine d'années, mais a été oubliée aujourd'hui. Les églises et les temples ont appris à coexister dans les disputes, mais cet érudit octogénaire s'aperçoit de la crise potentielle. 现在的大问题是，跟我们所有的生态的问题是一样的，就是这种多种的基因库，多种的不同的语言，跟多种不同的动物，跟多种不同的植物越来越少，而且我们人类的文化也是一个自然的东西，它也需要一个基因库。 Il souhaite créer une banque de gènes culturels mondiale afin de conserver la culture de différentes nations. Les classiques chinois sont l'ADN de la nation chinoise. Selon M. Schipper, pour protéger ces classiques, il faut les étudier de près. Et la condition préalable à ces études est une traduction complète et objective. Il s'agit d'un grand projet sur le long terme. Heureusement, un sinologue anglais du nom de James Legge a déjà débuté le projet il y a une centaine d'années. After the Opium Wars, it was much easier to go to Hong Kong and to China, and he was very keen to do that. So with his first wife, Isabella Mary, he went across to Hong Kong, transferred the church and the school. 他有一个很好的一个概念，就是你要中国人明白福音，你先要明白中国人，你先要明白中国的一切的文化。 Leur civilisation est tout à fait différente de la nôtre, mais ils sont sortis de la barbarie il y a longtemps. Aux yeux des Européens de l'époque, la Chine était un empire stagnant. La vie à Hong Kong de James Legge lui a permis de voir un autre aspect de la Chine. Les mœurs et coutumes du peuple sont attribuables à l'idéologie exprimée dans les classiques.
Ceux qui désirent comprendre la nation chinoise doivent d'abord comprendre ses classiques littéraires. À 30 ans, j'ai trouvé mon équilibre, a dit Confucius. James Legge a trouvé l'objectif de sa vie au même âge. À cet égard, son ami, Dr Joseph Atkins, sinologue anglais renommé, a dit « Ce genre de travail ne pouvait se faire qu'une fois tous les 100 ans. » Il s'agissait de la traduction des classiques chinois. 特别大，没有人在那个时候没有一个不属于东亚，那当然日本、韩国有很多的工作在那方面的，可是有不属于东亚文化的不同的那样的人物，他是第一个。And certainly when he lost his wife, Mary, his first wife, Mary Isabella, he was distraught. But he also lost his children. He lost one, and his second child of his first marriage was never very healthy. Avant de confier une grande mission à un homme, le ciel va d'abord torturer son esprit. Les tragédies successives ont poussé James Legge à s'appliquer davantage dans la traduction. D'ailleurs, il paraît qu'il ne pouvait soulager sa douleur qu'en se plongeant dans les classiques chinois. En 1861, avec le financement d'un marchand anglais, a été publiée à Hong Kong la première édition des classiques chinois, comportant les entretiens de Confucius, la grande étude, l'invariable milieu et Mencius. La traduction lui ayant pris trop de temps et d'énergie, James Legge avait de plus en plus de conflits avec la mission londonienne. Dans une demande spéciale présentée à la mission, James Legge a indiqué d'un ton modéré « La mission aura du personnel plus compétent, mais je tiendrai à jamais ma grande vocation à cœur. » James Legge a mis fin à sa carrière en tant que missionnaire et a ainsi perdu une vie secrètement à l'aise avec une résidence de luxe équipée d'installations et de tables luxueuses, des servants et assez de dollars de Hong Kong à ma disposition. Mais il a évidemment gagné le respect du monde entier. 应该是1865年，他去Oklahoma，那个海关的服务员，他一看他的名字，他在英文，因为英文都是重要。他说啊 ，leg， Are you the leg？ Are you the translator？ 都是两个都是比较全是对，就是所以啊 ，welcome，come in。 En automne 1875, James Legge, alors âgé de 61 ans, a remporté le prix Stanislas Julien, décerné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, considéré comme le prix Nobel de la sinologie. Le 27 octobre de la même année, au Sheldonian Theatre, il a prononcé un discours à l'occasion de son entrée en fonction et est ainsi devenu le premier professeur de sinologie à Oxford. Dix ans plus tard, avec l'aide de Wang Tao, penseur chinois, le livre des rites traduit par James Legge a été publié à Londres. La traduction des classiques chinois, après 25 ans, touchait à sa fin. Le travail planifié était fini, mais les études avançaient toujours. Durant ces dernières années, James Legge se levait à 3 heures du matin pour travailler. La lampe de son bureau a une fois attiré les policiers en pleine nuit. Le chemin étant obscur et étroit, je dois m'efforcer de le distinguer. La dernière œuvre chinoise, traduite par James Legge, est La tristesse de la séparation. Il avait alors 81 ans. 2 ans plus tard, le 29 novembre 1897,
La lampe s'est éteinte aux 3 rue Becker à Oxford. Des lettres de condoléances arrivèrent des 4 coins du monde. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer avec la raison. En 1897, au moment où une lampe s'est éteinte à Oxford, une autre s'est allumée à Cambridge. Le 3 décembre, un diplomate ayant vécu en Chine pendant une vingtaine d'années a été élu à l'unanimité professeur de sinologie à l'université de Cambridge et a ainsi débuté sa carrière de 35 ans dans l'enseignement. Il s'agit d'Herbert Allen Giles. La première œuvre traduite publiée par Giles comportait la traduction du classique des 3 caractères et du classique des 1000 caractères, tous les deux en rime. Concernant la motivation pour la traduction de ces 2 poèmes, Giles a dit qu'en fait, il n'y avait pas de raison noble. Un missionnaire a expressément indiqué qu'il était presque impossible de traduire ces 2 poèmes en rime en anglais, mais Giles ne le croyait pas. 他一直想很准确的翻译的，《聊斋》我想他出版了一共4版，那个《三字经》有3版，其他的他的大字典呢有2版。Les étoiles s'éclairent entre elles. D'où vient leur charme? Herbert Allen Giles a pris une voie différente de celle de James Legge. Il a fait monter sur la scène littéraire mondiale les romans, comédies et littérature folklorique considérés traditionnellement comme des anecdotes et rumeurs. 翟理师自己这个翻译的涉及面啊，也是非常的广，从佛国记到这个庄子，他均有涉猎。而且他所翻译的《聊斋志异》在很长一段时间里都被认为是最全的英译本之一。En 1883, Giles a fait imprimer à ses propres frais les perles de la littérature chinoise qui ont montré pour la première fois aux lecteurs anglais le charme millénaire des essais et poèmes chinois. Selon une critique du journal extrême-oriental Pioneers, les énormes efforts du Dr Giles permettent effectivement l'accès des curieux aux classiques confucianistes. Mais les nombreuses œuvres littéraires chinoises restent une terre vierge à explorer. Les perles de la littérature chinoise récemment publiées comblent cette lacune. La richesse des gènes de la culture chinoise se déployait peu à peu devant le monde entier. Herbert Allen Giles était pourtant aux yeux des autres un homme excentrique. 翟理师和他的3个儿子呢，先后都断绝了父子关系。那他的儿子之一就是时任天津总领事的翟兰师，在担任领事期间呢，经常会给他写信，描述中国的内战、暴乱，还有局势不稳等等。那这在这个翟理师看来呢，这完全不符合他心目中的中国的形象，因此他就把这个所有的信件呢都退了回去。Aux yeux des Européens à l'époque, les Chinois étaient souvent d'une grande retenue, et comme le sphinx qui ne sourit jamais. Pour dissiper ce préjugé, en 1925, Giles a sélectionné 242 blagues dans le recueil des plaisanteries de la dynastie Qing pour former les blagues tirées d'un livre de plaisanteries chinoises. Aujourd'hui, Herbert Allen Giles est la gloire d'Oxford et de Cambridge. Mais la gloire de Giles est la Chine, son second pays natal.
Automne 2013. Le lycée numéro 9 de Qingdao accueille ses nouveaux lycéens. À l'entrée du lycée, la plupart de ces adolescents ne savent pas pourquoi il y a sur l'insigne de leur lycée les caractères qui signifient Wilhelm. 青岛九中的前身应该说是青岛最早的新式学堂，就是礼贤书院。在100多年的历史中，这里培养了8位院士和其他不少优秀学生。创办这所学校的就是一个名叫 Richard Wilhelm， 就是理查德·魏礼贤的德国人。Le matin du 12 mai 1899, dans un petit hôtel à Qingdao, Richard Wilhelm fut réveillé par un bruit perçant. Quand je frotte mes yeux, un coq chante à côté de mon lit et des poules creusent inlassablement la terre. Ce missionnaire allemand n'a jamais vu de scène pareille, car beaucoup de pays occidentaux se sont mécanisés en un siècle et que les Européens se sont habitués à observer l'homme d'un point de vue mécanique et technique. À cette époque-là, Qingdao était sous occupation allemande. La soif d'aventure se répandait dans l'air de la nouvelle colonie, mais son développement était loin derrière ce qui se faisait en Europe. La mission de ce jeune homme était de prendre soin de l'âme des Allemands sur la colonie. Mais il ne savait pas qu'il vivrait ici pendant 25 ans et prendrait le nom chinois de Weilchen pour Wilhelm. Er gehört in Deutschland eigentlich zu den konservativen Menschen. Und in China gehört er aber zu den progressiven. Diese Schule, die er gegründet hat, die ist ein Teil sozusagen der Auslandsbestrebungen, die viele Missionare hatten. La tombée de la nuit dans le nord est paisible. Les filles et femmes bavardent à la porte de la cour. Les vieillards se réunissent dans le petit temple de leur protecteur, Guanyu, ou sous un arbre, et y discutent des affaires du village ou du pays en fumant. Au fur et à mesure, Wilhelm s'intéressait aux détails de la vie quotidienne. Tout ce qui est écrit est sacré. Tout abandon de papier avec des caractères est considéré comme un crime. Bien que le confucianisme ne fasse plus l'objet du culte, les connaissances sont à la fois une religion et une éthique. Wilhelm s'est peu à peu aperçu que la culture chinoise était une culture de raison très développée, qui poursuivait l'harmonie et le respect d'une organisation raisonnable de l'univers et de la société. Après la révolution Xinhai de 1911, beaucoup de personnages de la dynastie Qing se sont rendus à Qingdao, ce qui a permis à Wilhelm de faire connaissance avec de grands maîtres tels que Kang Youwei, Liang Qichao et Gu Hongming. En février 1912, il s'est lié d'amitié avec le prince Gong Puwei, qui s'est réfugié à Qingdao. Ayant appris que Wilhelm s'intéressait aux classiques chinois, le prince Gong lui a conseillé de traduire I Ching et lui a recommandé un collaborateur, Lao Naixuan, savant renommé de la dynastie Qing. Lao Naixuan, hat ihm sehr viel geholfen. Und das Buch ist ein Einfluss von seiner Bildung, also Wilhelms Bildung, das heißt Goethe, Schiller, Immanuel Kant und Lao Naixuan. 到目前为止，在整个西方汉学界，两套最完整的中国经典的翻译系列，一个就是李雅各的对中国经典的翻译。那么在德语世界里头，对中国经典的系统的翻译是魏礼贤所做的。它不但影响了从那个时期到现在的所有的汉学家。
Une fois publié, I Ching a profondément touché les lecteurs européens. Les intellectuels, ayant vécu la Grande Guerre, mettaient leur propre culture en question. La civilisation occidentale qu'ils avaient prônée commençait à pourrir. Pour eux, la culture occidentale faisait face au déclin. Chercher un nouveau sens auprès de l'Orient, c'est aussi pour ça que Wilhelm s'intéressait à la culture chinoise. Il a ainsi considéré le savoir-vivre des Chinois comme un remède pour l'Europe. Dans la préface de I Ching, Carl Jung, fondateur de la psychanalyse, ami intime de Wilhelm, a écrit « C'est une version incomparable en Occident ». Inspiré par I Ching, Jung a proposé la notion importante de synchronicité, qui est devenue le fondement de ses théories psychanalytiques. Un documentaire intitulé « Les vicissitudes du monde, Wilhelm et le I Ching » a été diffusé en Allemagne. Les Allemands sont curieux de savoir ce que le I Ching peut leur apporter. La réalisatrice du documentaire est Bettina Wilhelm, la petite fille de Wilhelm. So viele Antworten in der chinesischen Philosophie gefunden hat. Und da war das Gefühl, dass ich eigentlich sehr dankbar bin, dass es da einen Großvater in der Familie gab, der diesen Weg gegangen ist, den ich jetzt dann auch nachgehen konnte in dem Film und mehr erfahren über das Leben. En 1924, Wilhelm fut invité à devenir professeur de sinologie à l'université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main. Avant son départ, il s'est prosterné devant un temple de Confucius, a fait ses adieux à ses enseignants et amis, et est allé saluer Kang Youwei. C'était un carrefour des époques, que ce soit dans la nouvelle ou l'ancienne Chine, l'élément en commun est l'âme des Chinois dans l'évolution, l'âme qui n'a pas encore perdu son élégance et son sang-froid, et j'espère ne jamais les perdre non plus. Dans le cimetière de Bad Boll, petite commune dans le sud de l'Allemagne, une pierre tombale à la chinoise attire beaucoup de regards. Richard Wilhelm a été enterré ici à l'âge de 57 ans. À la fin de sa vie, ce sinologue, qui se prenait pour disciple de Confucius, a dit « Ce qui m'a réconforté, c'est qu'en tant que missionnaire, je n'ai converti aucun adepte en Chine. » Il a consacré sa vie à dévoiler les valeurs de l'esprit des Chinois pour l'Occident. Pourtant, il s'agit d'un long processus quant au réajustement des opinions des Occidentaux sur la Chine. En septembre 1989, un vendredi, dans une petite église à Cambridge, une relation hors mariage a finalement eu une fin heureuse. Malgré le pardon de sa femme, ce vieux monsieur, qui s'appelait Joseph Needham, a fait attendre son amante chinoise, Lu Guizhen, pendant un demi-siècle. Lors de l'été 1937, sous un sol à Cambridge, Joseph Needham a rencontré pour la première fois l'étudiante chercheuse chinoise Lu Guizhen. Quelque chose s'est produit entre eux. Ce qui a fait battre le cœur de Joseph Needham, c'est l'élégance et le sang-froid de Lu Guizhen. After they'd been out, Joseph and Guizhen went back to his rooms and
made love, and then, as they did in those days, might have a cigarette afterwards. And so Joseph asked, so how do you write that in Chinese? And this was his first introduction to a Chinese character. Ce caractère chinois était comme une porte lointaine qui s'ouvrait vers lui. 6 ans plus tard, passionné par la Chine, Joseph Needham s'est proposé pour aller aider la Chine à reconstruire une société scientifique. Au printemps 1943, Joseph Needham est descendu de l'avion à l'aéroport militaire de Kunming. Sur la route, vers la zone urbaine, son regard se fixa sur un vieux jardinier qui était en train de greffer un prunier. So this is a country where people maybe have solved the same technical problems as the world that I come from, but maybe they've solved them in a different way. So that little story just illustrates the way in which he encountered many surprises. L'observation de la greffe du prunier a suscité une réflexion profonde de Joseph Needham sur les sciences et technologies chinoises de l'Antiquité. Il s'est mis à chercher tous les soutiens possibles aux recherches scientifiques de la Chine. Le changement de la situation de la guerre a permis à Needham de se rendre compte qu'il devait travailler inlassablement pour réaliser son rêve et aider le plus de gens possible. En septembre 2013, un groupe d'étrangers était en train de traverser le désert s'étendant à perte de vue du Gansu. Parmi eux, il y avait des biologistes de l'université de Cambridge et des experts de la British Library et du British Museum. Cette délégation, dirigée par Zoe Reed, présidente de la Société anglo-chinoise de compréhension, était en train de parcourir le chemin qu'avait pris Joseph Needham 70 ans auparavant. He and his friend, school friend, were on the journey just to help with the cooking and cleaning for everybody on the journey. I think it's just an amazing. It's for me to like to recreate his journey, you know, to recreate his footsteps, and to imagine him as a boy who had had a hard life until then. You know, the meeting with Joseph Needham was the beginning of his new life. Pourtant, au début, le voyage ne se déroulait pas très bien. Juste après être sortis de Chongqing, ils ont buté contre un long cortège funéraire et dû attendre pendant 1 heure. Le chauffeur, très effrayé, considérait cela comme un mauvais présage et pensait que leur voyage serait rempli de malheur. Il eut raison. Joseph avait envisagé de parcourir la route de la soie et de visiter Dunhuang. Mais à partir de la 2e semaine, les expressions comme « panne du camion »,« attente infinie » et « catastrophe inattendue » se répétaient dans son journal.